bienvenue sur Click. Merci. Toutes les semaines, il y a des gens qui nous disent c'est quand DJ Snake sur Click, c'est quand DJ Snake sur Click. Ah ben voilà. Ils sont bien payés? Ah, je sais pas. On va reprendre l'histoire depuis le début. Ouais. Tu as grandi dans le Val d'Oise. Ouais. Déjà, j'ai une question. Quand j'étais journaliste à Radical, il y avait tout le temps des tags vers Saint-Ouen. Ouais. Snake, et on me dit c'est un petit 12-13 ans qui fait ça. Est-ce que c'était toi? Ouais, c'est vrai. Donc tu venais exprès en bas de Radical tagué? Non, même pas. Je savais même pas où c'était à 12 ans, Radical. Je le lisais, c'est tout. Et ouais, on déchirait tout le nord de Paris en fait. T'as commencé dans le tag? Ouais. Comment ça t'a touché? Bah, en fait, il y avait des mecs un peu plus âgés dans mon secteur qui étaient des graffeurs. Et ils étaient partout en fait. Et à chaque fois, genre, on se prenait la tête, on était à Montparnasse, on disait regarde, il est encore là, putain, comment il est monté là? Et ça nous a. Je sais pas, moi ça m'impressionnait en fait. Donc on a voulu faire un peu pareil, sauf qu'on n'avait pas le même talent, on voulait saloper les murs et être partout quoi. Plus qu'un truc super beau, etc. Donc ça c'était début des années 2000. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu avais envie d'être DJ ou pas? Non. En fait j'aimais le son, j'étais à fond dans le son. Et j'étais plus le mec super timide. Où tout le monde danse, tout le monde avec des copines. Et moi j'étais le mec qui avait pas la cote et je voulais même pas danser, j'étais assez renfermé sur moi-même. Donc j'étais derrière la chinifie dans l'angle avec mes CD de titres. Donc j'avais trouvé ma planque quoi. Et c'est ensuite, un peu plus tard que. Donc t'étais le mec qui mettait les CD de titres, tu jouais quoi? Je sais pas, du MC Solar. Informer de Snow. Je me suis dit, ce mec a dû jouer Informer de Snow en boom timide. Ouais, ah, c'est vrai. Ace of Base. Ouais, plein de trucs comme ça. Ah, c'était une bonne époque. Comment t'as basculé sur le hip-hop? C'est ta culture de base que les gens ont tendance à... Bah, le truc, c'est que sans vouloir la jouer genre cliché, mais quand tu viens un peu d'un quartier populaire, le hip-hop il est super présent dans tous les sens au quotidien. Soit t'as des potes qui dansent, t'as des potes qui graffent, t'as des mecs qui grattent un peu la feuille. Et il n'y avait pas de DJ dans mon quartier. Et quand j'ai vu la haine en fait, la scène de Cut Killer mythique. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Genre le trauma quoi. Ah ouais, non, vraiment le traumatisme. Et j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est parfait pour moi. T'as fait un court-métrage en référence à la haine qui s'appelle Si tout va bien. Ouais. Mais le jusqu'ici tout va bien dans ta bouche, il sonne plutôt comme un Mohamdoullah ça va. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Il y a 3 ans, moi je voulais limite arrêter quoi, quitter le business de la musique. Parce que en fait, je sais pas, j'avais plus la petite le petit truc qui m'excitait en fait au quotidien. Et je me suis pris la tête sur un mois d'août où je suis resté en studio tous les jours, où j'ai voulu voir personne. Et je fais de la musique un peu chelou. Et j'ai tenté, j'ai dit bon, après le mois d'août, j'arrête, je fais autre chose. Parce que c'était quoi les trucs que tu faisais qui ont fait que t'en as eu marre? En fait, j'ai produit pour pas mal de gros artistes aux States. Lady Gaga, etc. entre autres. Et beaucoup de pression, beaucoup de déception, beaucoup de frustration. Et en fait, voilà, ça m'a dégoûté en fait de la musique. Chose qui est genre, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis comment ils ont pu Te dégoûter. me dégoûter quoi. Et Parce que c'est le rêve de n'importe quel Français, ouais, n'importe quel DJ de se dire je fais des prods sur Lady Gaga, ouais. qu'on annonce à l'époque comme la nouvelle Madonna. Moi je suis quelqu'un qui est très. Je prends les choses à cœur. Et quand je fais un truc, il faut vraiment que je sois à fond, etc. et super impliqué. Et quand on me demande de bosser sur un album pendant 1 an, 2 ans, et qu'au final, Il n'y a rien. il n'y a rien, où on te change tout ce que tu as fait, toute ta vision, c'est un peu frustrant. Et que. En fait, il y a plein de choses. Il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs que je peux pas dire non plus. Mais en fait, j'ai eu un ras-le-bol quand je me suis dit, ouais, c'est quoi, la Zik moi, je vais en faire chez moi avec mes potes le dimanche. Ouais. Et vas-y, on va arrêter là quoi. Parce que t'es pas le seul à me dire ça, j'ai plein de potes qui font de la musique. Ouais. Ils ont été sollicités via leurs éditeurs pour bosser sur des gros quinries. Ouais. Tu vois les noms, ils me disent, je me dis, oh là là, tu as bossé sur un gros album. Ouais. Et quand l'album sort, ils me disent, mais ça c'est mon son, ça c'est un truc que j'ai fait, voilà. ça c'est une idée que j'ai donnée. En fait, c'est comment plein ça de trucs fonctionne? comme ça. C'est plein de trucs comme ça. Après, sans vouloir rentrer dans les détails, etc. Mais c'est la jungle en fait. J'étais pas du tout prêt pour ça en fait. Moi, j'étais
petit c'est franc, qui voit un challenge, qui est avec sa bande de potes, on bosse ensemble, on essaie d'y arriver. Et au final, on se prend des grandes baffes dans la gueule. Mais c'était une bonne expérience. Moi, s'il fallait le refaire, je le refais demain. Mais le truc, c'est que c'était dur à encaisser en fait. Ouais. Parce que c'est un peu genre le grand 8 émotionnel. Parce que pour rappeler comment ça fonctionne, un disque américain quand c'est une grosse resta, c'est le manager ou l'équipe de producteurs qui dit voilà, on va appeler plein de compositeurs, plein de producteurs à participer à l'album, mais en fait ils vont garder 2-3 personnes. Sauf que ils auront écouté 40, 50, 60 sons avec 50, 60 couleurs, mais qui vont prendre en fait ce qu'ils aiment dans tout ce qu'ils reçoivent. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est un peu ça, c'est une sorte d'appel d'offres en fait. Et donc voilà, puis au final moi j'ai quand même eu 4-5 disques avec elle. Donc je peux pas me plaindre, mais bon, c'était jamais le produit que moi c'était jamais ma vision en fait. Donc à un moment donné je me suis dit peut-être que si je me mets à bosser sur mon projet solo et que je prouve que ma vision, je peux amener un truc, peut-être qu'un peu plus tard je pourrais rebosser avec des artistes et avec un peu plus de crédit à leurs yeux et me dire bon, quand je vais leur parler ils vont m'écouter. Parce que j'aurais fait mes preuves, alors que là j'étais rien quoi. Parce qu'à la base toi t'es un DJ qui s'est fait connaître dans les clubs. T'as tourné beaucoup avec Cut justement. Ouais, Cut, Gibus, tout ça. Voilà, au Gibus, dans les salles à l'ancienne, je me rappelle des fêtes, je sais pas, il y avait 200 personnes qui venaient te voir danser, les flyers sur MySpace. Ouais, 200 personnes et 50 potes à moi. Voilà. C'est un peu ça. Et donc d'un coup, bam, tu produis pour du Lady Gaga, des choses comme ça, tu fais la première partie de Snoop à Paris, tu commences à faire plein de choses, et quand tu commences à être dégoûté, qu'est-ce qui se passe? En fait, le meilleur de moi-même est sorti. Quand je me suis dit, tu sais quoi, les formats, les références, parce que c'est beaucoup de ça aussi, on donne beaucoup de références, mais la musique ça se fait pas comme ça. Moi c'est pas ma vision des choses. Mais moi j'étais juste un petit céfran dans la grande jungle de la musique industrie américaine, tu vois. T'es un chat chez les lions quoi. Un peu ouais. Un peu. Mais j'ai beaucoup appris, tu vois. Franchement je peux pas non plus cracher dans la soupe. Aujourd'hui je serais peut-être pas là avec toutes les choses que j'ai appris avec ces projets. Et je vais te poser une question idiote, c'est que le matériel des DJ il a beaucoup changé. Il y a des systèmes comme le Serato que toi tu utilisais beaucoup à l'époque qui sont arrivés, des trucs comme Live, d'Ableton qui sont arrivés pour composer en même temps qu'on mixe. Est-ce que c'est ce qui t'a aidé à trouver ton son quand tu t'es enfermé? Non, pas vraiment. Franchement non. Est-ce que tu as trouvé sur Live ton son? Non, pas du tout. Franchement c'est... En fait c'était la fusion entre quand la trappe est arrivée, mais la trappe électronique. Donc c'est le mélange du gros son Atlanta avec des sonorités électroniques super débiles en fait. Alors, des trucs super ignorants. Et j'adorais en fait l'énergie du truc. En fait le mélange entre mes racines de rap et la musique électronique qui me faisait kiffer aussi. Et c'était genre une sorte de nouvelle vague pour moi. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit putain, ça me fait kiffer là. Là je vais aller au studio, je vais m'enfermer juste pour faire des trucs de débiles qui vont sûrement pas marcher. Mais je vais me faire kiffer pendant tout le mois d'août, parce que j'ai rien à faire. Et j'ai fait ça, et j'ai fait Turn Down For What. À la base, c'était pour les gens c'est un tube de Lil Jon, mais c'est un tube de DJ Snake. Et c'est un sample qui vient de Redman, c'est ça à la base? Ouais, parce que forcément au début, je suis dans mon studio à Boulogne, et j'écoute un morceau de Redman, un morceau qui était en plus, qui est même pas un de ses top... c'est classique, mais comme il n'y a pas beaucoup d'acapella de lui. Il n'y a pas beaucoup d'acapella Redman, donc je trouve une phrase dedans qui dit This is the countdown, bang the underground. Je me dis, ah putain, c'est cool ça. Donc je le sample, etc. Je construis un truc autour. Et une fois que le morceau est fini, on se regarde avec mes potes, on dit, c'est vraiment cool ça, c'est sympa et tout. Donc on fait les démarches pour contacter Def Jam pour clearer le sample. Et là on me dit non c'est mort, on est en litige avec Redman, il n'y a rien qui va se passer. Et là mon manager qui est là, il me dit tu sais quoi, viens on le balance, on s'en fout, on le balance gratuitement sur internet, on verra. Et moi je t'entends le truc, j'envoie la démo à 2-3 personnes, dont Lil Jon. Et le mec me répond en disant putain ça tue, ouais je me rappelle de toi, le c'est franc et tout, mortel. Ok bah je fais ça cette semaine. Moi, je suis super dosé et tout. Au final, le truc qu'il m'envoie, c'est le morceau qui est sorti, quoi, identique, il l'a fait en one shot et... Bah il a crié quoi. Il a gueulé. C'est ce qu'on voulait en plus. Ouais c'est ça, c'est juste cri Lil Jon. Et après on part sur un morceau qui a
que je balance gratuitement pendant un an. Congratulations on becoming the owner C'est un of this clip, et là le clip par fantastic contre, club. There's huge potential here, un but autre your niveau. first task is to bring your team down. Et là on est dans un phénomène mondial où tout le monde le joue, même les Obama le poste sur le Twitter de la Maison Blanche. Turn up for what? On a vendu 10 millions de singles avec ça. 10 millions de singles. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, forcément, il y a le marché américain qui est assez... T'adores. Ouais, Qui a oublié qu'il t'a fait la zermie. ouais, un peu, ouais. Ça va vite en même temps, hein. Ouais. Dans les deux sens. Mais c'est pareil ici. Hein. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est que le format du Saumur, il était plus... les Canaries l'ont capté direct, en fait. Donc ça a commencé, le buzz a commencé aux States. Et mon manager me dit, putain, on reçoit plein de demandes pour des shows, etc. Faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je dis, c'est quoi, viens, on prend un endroit aux States, parce que les allers-retours, c'est dur, tu vois, on en a fait au début. Viens, on s'installe là-bas pour voir et on fait ce qu'il y a à faire, tu vois. T'es allé où? Et je suis allé à Miami. Quand tu te heurtes à un espèce de manque de respect ou d'appropriation de tes idées, de ton travail, et qu'après tu as réussi à imposer ton son, comment tu vois le changement de rapport de force avec l'industrie américaine? Aux States, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois que tu es à la mode, toutes les portes sont ouvertes, tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est inatteignable. Les bankable, genre, tout est possible. Donc après, à toi de saisir les opportunités et d'enchaîner. J'ai l'impression que tu as fait un calcul très simple, parce que quand tu as été bankable, on t'a pas vu en train de t'éclater dans des piscines avec des topus. Pas mon délire du tout. On t'a vu sortir de plus en plus de disques. Je les ai déjà fait les studios, j'ai déjà vu les grandes stars, j'ai déjà été nominé aux Grammy Awards. Donc c'est pas un truc qui va m'impressionner. Je suis content, mais je suis toujours concentré sur le prochain truc, en me disant ok, là c'est cool, mais les gars on continue, on bosse, on enchaîne. Parce que tout peut s'arrêter. Et j'ai une expérience où j'ai vu en France, à mon petit niveau, un truc s'arrêter. Parce que moi j'arrive pas à comprendre comment ils font les rappeurs américains. Ils peuvent toucher des millions d'un coup et être pauvres 2 semaines après. Donc, tu vois par exemple un Kanye West il annonce qu'il est endetté à 53 millions d'euros. Ça te paraît crédible ou pas toi? Ouais, ça me paraît crédible, mais je pense que c'est un choix quoi. C'est un mec qui met beaucoup de passion et beaucoup de... Il met tout dans son truc. Tout comme il y a des gens qui ont un magasin de disques, ils ont mis leur maison, ou même des rappeurs, je vais pas le citer, mais genre ils ont mis leur maison parce qu'ils voulaient tourner leur label et développer des artistes. Un artiste que je respecte beaucoup en France qui a fait ça, et big up si tu te reconnais. Et voilà, les mecs, c'est leur passion quoi. Moi je respecte. Après c'est ouf, c'est complètement ouf, hein. Mais je respecte un mec qui se mouille quoi. Toi c'est quoi la vision que t'as? C'est que maintenant que t'as trouvé un son, que les mecs veulent ton son, est-ce que c'est de te dire je vais étaler ma formule le plus possible ou j'en cherche déjà une autre? Et je suis pas dans ça en fait. Moi je suis dans le studio, je donne ce que j'ai. Si je suis avec mes potos, on est en train de danser, on kiffe. Et il y a un truc, on balance. Ça marche. C'est cool, ça marche pas. Et à chaque fois en fait, je calculais pas, je balançais mes trucs, ça a marché. Quand j'ai travaillé pendant 5 ans pour les artistes du Cari, où on te dit ouais, pense radio, le refrain, plus ceci, le truc, plus cela, ça sonnait plastique. Ouais. Donc au final ça marchait jamais. Ouais, mais comment tu gardes cette espèce d'innocence et de côté candide quand il y a des gens qui vivent grâce à ton travail et que tu représentes un truc fort dans Le une truc c'est de pas calculer quoi. Tu vois, je pense pas qu'un peintre quand il a fait une putain de pièce, il se dit je vais refaire la même. Je pense qu'il faut que ça reste instinctif. Si tu réfléchis trop, tu vois, je sais pas. C'est ma façon de voir les choses. Peut-être dans un an je serai perdu et je vais vouloir récupérer. Je sais pas, moi c'est comme à l'époque. Hein. Après je me mets aussi en tant que fan. C'est que quand j'écoute un album, j'ai pas envie que l'album d'après sonne pareil quoi. Ouais. Tu vois, parce que c'est pas intéressant. Et quand tu vois par exemple un morceau comme Lennon, Ouais. qui était le plus gros carton de l'année dernière, Diplo, c'est quand même pas un mec qui va aller chercher d'autres gens pour se produire des sons. Ça lui ressemble pas. Et le truc c'est que Diplo en fait ils sont bien les coups. En fait avant que la vague arrive, il l'anticipe. Donc c'est un bon surfeur si tu veux. Genre pour imaginer un peu le truc, c'est un bon surfeur. Et dès qu'il voit une vague qui arrive, forcément il soutient. Donc moi Diplo c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour moi. Il a sorti mon premier EP sur ma descente quand personne me répondait. Je l'ai envoyé à tous les DJ. Personne m'a répondu. Et Diplo m'a répondu, m'a dit putain je kiffe, il y a un délire, je veux sortir ça sur mon label.
Et à partir de là, tout a commencé. Donc pour Lennon, c'est pareil, genre il est venu me voir, on était en Jamaïque, sur la plage, à Kingston, il me faisait écouter les idées qu'il avait pour Major Lazer. Donc il me faisait écouter tout, etc. Et il y a un truc qui m'a fait tilter, un morceau, et c'est un truc reggae, super lent, etc. Et je me dis, j'aime bien la voix, j'aime bien le flow, etc. Il y a une vibe. Je dis, tu veux qu'on faire quoi de ça? Il me dit, je sais pas, franchement, je pense que je veux pas le finir parce que je suis un peu keblo dessus. Je dis, file-moi la capella, je vais tester un truc. Le lendemain, je rentre chez moi à Miami. Je suis en train de me faire des pâtes et je suis dans ma cuisine. Je prends la capella, je l'accélère, je fais un truc et en 2 heures, je plie le morceau. Je lui renvoie et là, il me dit, putain, mortel, ça tue, j'avais pas le single, etc. C'est parfait, je t'appelle demain. Et au final, le morceau, il est resté tel quel. Et c'était de l'instinctif, tu vois. Et c'était une période où j'étais super light au niveau inspi. Il n'y a rien qui sortait depuis genre 2-3 mois. Ouais, mais c'est un son qui sonne comme du Snake et pas comme du Diplo. Avec tout le respect que j'ai pour Diplo. Ouais. Non, c'est clair. Mais après, ouais, des fois les collabs, c'est comme ça, tu vois. Sur quoi tu travailles tes sons? Parce que quand on se trouve un son, Ouais. la question que je me pose, c'est sur quoi, sur quel instrument, sur quel matériel, sur quel logiciel on travaille son son? Je pense pas que ce soit super important en fait Le matos? Ouais, aujourd'hui non. Aujourd'hui tu peux reproduire un son pit rock sur un ordinateur. Tu peux peut-être pas premier, parce que premier les drums quand même sont super tendus. Tu peux pas battre premier. Non. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des mecs qui m'ont impressionné avec des sons qui sonnaient genre super MPC old school. Et le mec il bosse sur un vieux sur un Windows. T'as bossé avec des rappeurs français? Non. Non, pas vraiment. J'en connaissais, hein, parce que j'ai fait genre 1 an ou 2 ans à Bomb Rush, à Skyrock avec Cut Killer, etc. Donc tous les rappeurs français venaient pour les freestyles et ceci, donc j'ai rencontré tout le monde. Mais t'étais le mec dans son coin qui jouait du rap carré. Ouais, je jouais du rap carry et au niveau des instrus, j'étais pas super confiant en fait. J'avais un manque de confiance en moi, donc je me disais pas, tiens, Kiri, un instru. Là, on t'a vu cet hiver posséder des avec gradure. Il y a un truc qui se prépare ou pas? Je sais pas, non, je pense pas, en tout cas on en a pas parlé. C'est plus, il était à Miami, on avait un pote en commun et on s'est rencontrés, c'est un mec super cool. J'ai beaucoup de respect pour lui, même sa musique, etc. Quand il est arrivé, je trouvais ça fort, comment il est arrivé dans le game, il a sans calcul balancé toutes les semaines et le buzz a explosé. C'était vraiment une leçon en fait de se dire ouais, aujourd'hui t'as pas besoin de radio, t'as pas besoin de maison de 10, t'as pas besoin de rien du tout. Si t'as du lourd et que t'es consistant, les gens vont te suivre, tu vois. Il y a plusieurs vagues de Français qui commencent à se faire connaître aux États-Unis. Il y a eu la vague David Guetta. Il y a la vague un peu plus pointue avec Brodinski. Est-ce qu'il y a des réunions de Français qui se font des fois? Comment ça? Est-ce que ça t'arrive de parler avec ces mecs-là, d'échanger Les Français, tu veux qu'il dire? s'agisse de Guetta, des Headbangers, de Brody Non, je connais tout le monde. Je connais tout le monde et j'étais avec Pedro la semaine dernière sur le bateau, on est parti aux Bahamas et tout. normal. Ouais, et Guetta, pareil, on se connaît, on discute de temps en temps. Je connaissais bien Mehdi aussi, de l'époque quand j'étais plus jeune. Je trouvais ça un peu dommage que tout le monde soit dans son coin en fait, tu vois. Genre il y a vraiment des clans, des mecs genre comme Guetta qui sont beaucoup plus mainstream, Headbanger ils ont leur clique à eux, tu vois. Brodinski c'est pareil, ils ont un crew, et personne se mélange, et je trouve que c'est dommage. Alors que dans d'autres pays, genre tout le monde se respecte, tout le monde parle entre eux, et je trouve ça un peu dommage quoi. Donc les Français, ils font les Français même à l'étranger, quoi. Ouais, grave. Ils sont relous même à Et l'étranger. justement, moi, je crois que je suis la seule personne qui côtoie un peu tout le monde, toi. Je suis le mec un peu au milieu, et j'ai un événement qui s'appelle Pardon My French. Congratulations on Donc, becoming the owner que of des this Français. Je fantastic. fais un line-up 100% There's français. huge potential Et here. on bouge, on fait des grosses salles à New York, à Miami, là on va faire une tournée. Et le but c'est vraiment de réunir tout le monde, tous les univers. Et on peut avoir un Justice, on va avoir Solveig. Il existe encore, lui, Solveig? Ouais, il existe encore. Et même, tu vois, même si c'est bien
solennel comme n'importe quel festival, sauf que ce soit seulement français, quoi. Donc c'était un peu